C'est un livre pour gamins, pour des fans de Nietzsche ou des fans de mauvais polars. Ce qui est fou, c'est que c'est vraiment par ces mots que j'ai été introduit à Crime et Châtiment par un de mes anciens profs de français de lycée, à qui j'avais simplement demandé son avis sur le livre, que je pensais être un chef-d'œuvre de Dostoïevski, et directement, je l'ai tout simplement rayé de ma liste de lecture. Mais comme souvent pour les grands classiques, pour les chefs-d'œuvre, il y avait plein de signaux qui me disaient « En vrai, Thomas, ce livre est spécial. Quand tu vas le lire, il va vraiment se passer quelque chose de différent. » Et c'est vraiment pendant ma prépa que ces signaux se sont vraiment multipliés, que j'ai fait ma première rencontre avec un livre qui va me poser énormément de problèmes en tant que lecteur et que je vais même plus tard être appelé à l'appeler un trou noir littéraire. De base, j'ai d'énormes difficultés à m'immerger dans un récit. Sauf que l'intrigue de Crime et Châtiment, elle est d'une simplicité enfantine. Crime et Châtiment, c'est simplement un roman policier autour d'un jeune étudiant, Raskolnikov, pauvre, craintif, dont on parlera plus tard d'ailleurs. Un polar qui raconte l'histoire d'un crime assez grotesque, pas du tout spectaculaire, un peu honteux, même mal fait, qui va justement jusqu'au châtiment. Châtiment que Raskolnikov, en tant qu'auteur de ce crime, essaye sans cesse d'échapper. On passe de quelque chose de simple, voire banal, à savoir un crime, très habituel, jusqu'au châtiment qui, quant à lui, va renvoyer à énormément de concepts profonds, philosophiques, sans véritable fond, comme la fuite, comme l'isolement, comme la solitude, comme la culpabilité. Ce passage d'une simplicité à une infinie complexité, c'est ce qui caractérise la première rencontre que fait n'importe quel lecteur quand il rencontre et quand il ouvre les simples premières pages de Crime et Châtiment. Mais pour amplifier mon immersion dans ce livre, j'ai développé depuis cette époque en prépa une petite habitude que j'ai appelée 1000 peintures pour un livre qui va radicalement changer ma lecture de Crime et Châtiment. En fait, j'ai vraiment développé cette habitude après HEC quand j'avais du temps, quand j'ai découvert un peu plus en profondeur l'histoire de l'art, grâce notamment à ma lecture du magnifique livre de Gombrich, peut-être le livre qui a le plus changé ma vie et dont je vous parlerai certainement dans une prochaine vidéo. Et cet exercice consiste en cela, au gré de ma lecture, chapitre après chapitre, dès que j'en ai l'idée ou dès que j'ai un petit peu l'intuition, je vais associer aux sensations, aux émotions et aux pensées que le livre me procure à travers des mots, je vais leur associer des peintures connues qui vont me permettre de visualiser, de mettre des images sur des concepts. Sauf qu'avec Crime et Châtiment, j'avais complètement oublié la première œuvre que j'avais choisie pour synthétiser un peu ces premiers chapitres. Maintenant que je l'ai revu grâce à cette vidéo, ça me fait un peu peur, pour être très honnête. C'est Saturne dévorant son fils de Francisco Goya. Cette même peinture dont Salvador Dali a dit que la vision de Goya, cela ne s'explique pas, cela se ressent. En fait, pour être très honnête, et je pense que vous allez le voir de manière flagrante dans les prochaines images que je vais vous montrer, je pense que j'étais dans un état un peu différent de la normale quand j'étais plongé dans Crime et Châtiment. Regardez juste ma prise de notes de l'époque, non pas les mots en soi qui eux sont déjà un peu significatifs, mais la simple écriture qui témoigne, je trouve, de cet effroi que j'avais. Et par curiosité, j'ai comparé simplement avec d'autres de mes prises de notes de l'époque et la différence est, je trouve, flagrante. En fait, si je pense qu'on comprend bien la notion de trou noir qu'on peut ressentir en tant que lecteur, ce qui est fou, c'est que je me rends compte aussi que je ne me concentre depuis le début de cette vidéo que sur le récit de Dostoïevski sans véritablement comprendre qu'il se passait autre chose de totalement inédit que je n'avais jamais vécu sur une lecture de n'importe quel autre livre depuis le début de ma vie. Raskolnikov, son personnage principal, dont je n'ai pas encore mesuré la profondeur et dont on n'a pas vraiment encore parlé dans cette vidéo, me parlait. Il me renvoyait une image et cette image qu'il me renvoyait, c'est une image de moi-même. Carl Sagan disait ceci: un livre est un miroir, quand un singe regarde, aucun philosophe ne peut regarder en arrière. C'est la première fois de ma vie que non pas je comprenais cette phrase, mais que je la ressentais en moi. Pour vous remettre dans le contexte, Crime et Châtiment, je le lisais vraiment tard le soir en prépa, quand je terminais mes révisions vers minuit. À cette période de ma vie, j'étais vraiment à l'opposé symétrique de là où je suis actuellement d'un point de vue mental et physique. En fait, c'était vraiment une des périodes les plus compliquées de ma vie, je stressais énormément, j'avais perdu du poids. C'est quelque chose d'ailleurs dont je parle dans la page de présentation de ma formation sur la méthode APL que vous pouvez aller voir juste là. Et paradoxalement, même si c'était la période la plus triste, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me plonger dans Crime et Châtiment. Et je veux dire, quand on y pense, c'est complètement fou parce que ce bouquin-là, tous les gens qui en parlent, c'est soit des pseudo-nihilistes, soit des gens très tristes, soit des gens qui vous disent « mais en fait ça vous plonge dans la dépression russe, etc. etc. » Et cet univers extrêmement triste, il était
symétriquement à l'opposé de ce que je commençais à ressentir de ma lecture. En fait, j'avais construit une routine de lecture bien particulière avec Crime et Châtiment. Je me mettais dans mon lit, il était à peu près minuit, j'éteignais toutes mes lumières sauf ma petite lampe de chevet, et même elle, pour me plonger davantage dans l'ambiance un peu morose, je l'abaissais juste un peu pour recréer l'obscurité dans laquelle vivait Raskolnikov. Sauf que malgré toute cette obscurité, tout ce désespoir, j'avançais dans ma lecture de ce livre avec un sourire et une joie grandissante. Et je me disais, pourquoi un livre que tout le monde trouve si triste me réconforte-t-il autant? Est-ce que c'est moi qui étais simplement stupide et qui n'avais rien compris au livre? En fait, jusque-là, je savais pas du tout. Puis j'ai avancé jusqu'au dernier chapitre. Et c'est là que je me suis rendu compte que, je pense, ni mon prof de français, ni tous les pseudo-nihilistes qu'on peut voir sur le net n'avaient réellement compris comme moi je pensais la comprendre, cette dernière scène où tout le récit se métamorphose complètement et où il donne au lecteur une impulsion phénoménale. En fait, on voit le protagoniste qu'on suit depuis le début, complètement tourmenté par son crime, qui finit par se livrer à la justice, enfin, et accepte son châtiment. Après une période de souffrance et de remords colossal, Raskolnikov trouve enfin la paix intérieure et la réconciliation avec lui-même et avec Dieu. Enfin, après toute cette période obscure, on trouve du clair. Enfin, un petit espoir, une petite lumière de rédemption brille à la fin de cet ouvrage-là. En parallèle, évidemment, je m'étais intéressé beaucoup aux nihilistes, donc j'étais allé voir Nietzsche, du Camus, un peu de Cioran, etc. Et je m'étais dit, mais en fait, Dostoïevski, que tout le monde associe à ce courant de pensée philosophique, ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a simplement renversé. Cet espoir que l'on voit renaître dans un personnage auquel forcément je m'identifiais, parce que j'étais un jeune homme de 20 ans à l'époque, et où je me voyais en lui dans cette espèce de période vide de sens dans laquelle j'étais, Dostoïevski, il nous donne une impulsion vers la vie, une impulsion de vie, donc permettez-moi de filer la métaphore, c'était pas vraiment un trou noir, mais c'est un peu un trou de verre comme on peut le voir dans Interstellar. On est aspiré d'abord par un récit extrêmement immersif, puis on se rend compte qu'à travers Raskolnikov, le jeune homme qu'on est se regarde soi-même comme on regarderait dans un miroir, et en dépit de la noirceur et du manque de sens, Dostoïevski, en tant que lecteur, nous donne l'impulsion et nous fait grandir. Et en fait, c'était peut-être ça, la réflexion de mon prof de français. Peut-être que face à Crime et Châtiment, on se retrouve tous dans cette position qu'on a connue, où quel que soit notre âge, on se retrouve comme ce gamin qui sortira inéluctablement grandi de cette lecture. En tout cas, c'est ce à quoi ça m'a fait penser, et j'espère pouvoir en parler avec vous en commentaire.